Bonsoir. Tous les besoins de l'être parlant sont contaminés par le fait d'être impliqué dans une autre satisfaction. Autre satisfaction, grand A. Il est évident que ça c'est complètement rejeté, fort clos, par le développement de la science et de la psychologie, et de la médecine, etc. Mais je ne suis pas là pour critiquer ça, c'est simplement pour montrer que cette expérience du bavardage, en quoi consiste la psychanalyse, en quoi consiste une psychanalyse, pour tout un chacun, pour autant qu'il s'agit chaque fois de quelque chose de singulier. C'est une expérience de bavardage singulière. Ça ne se trouve pas écrit quelque part dans un livre. Alors nous avons besoin évidemment de... Je suis passé par là aussi, hein. Un peu moins maintenant. Bon, pas mal, plutôt moins maintenant. Bon. C'est pourquoi aujourd'hui je propose de partir de ma trajectoire. Évidemment, pour faire un séminaire quand même, c'est le minimum. Hein. C'est pas quand même, me semble-t-il, essayer de transmettre ce qui n'est pas, ce qui ne peut pas s'écrire. Pourtant, pour autant que, vous avez entendu que c'est une façon de nommer le réel, pour autant que, dès que cette expérience de bavardage, hein, si on peut dire c'est ce qui se dit, mais qu'est-ce qui se dit ce que, hein, comme la grande interroge dans ce disque, se dit ce que, qui fait Oudrome. Et, alors je lance d'emblée la question qui est impressionnante. Qu'est-ce qui peut être susurré à l'oreille de l'analysant pour que change quelque chose dans son rapport à la structure? C'est-à-dire que quelque chose change, la sienne de structure, hein, change la trajectoire de sa vie. Et c'est ça la grande question. Et pour aborder ça, aujourd'hui, la dernière fois c'était déjà ça, mais pas tout à fait ça quand même, bien sûr, c'est jamais tout à fait ça, vous savez bien. Hein, bon, hein, il ne s'agit pas de répéter comme ça les choses. Hein. Quand on reprend, de toute façon, on ne reprend pas de la même façon. Hein. Même si on disait les mêmes choses, on ne les dirait pas pareil. Enfin, c'est quand même ce qui est attendu. Hein. Donc, ce soir, je voudrais plus particulièrement partir, parce que c'est quelque chose qui me travaille, où il y a cette contamination dont je parlais, hein, cette haute satisfaction, c'est la jouissance, évidemment. Aussi bien celle qui est liée à un savoir, qui est l'inconscient, qu'une jouissance, hein, qui est autre, et qui pose la question d'une jouissance autre, celle du corps. Alors, simplement avec ces quelques mots, et en même temps, est posée la question de la jouissance féminine. Ça fait beaucoup, hein, tout ça c'est écrit. Lacan finit finalement l'écrit sur le neuroméen. Hein. Enfin, il essaie de faire une écriture du neuroméen, là. Hein. C'est donc le corps, là, l'imaginaire du corps, c'est pas l'imaginaire du stade du miroir. Hein.
vous avez le réel, là. Vous avez le symbolique, là. Donc vous voyez, le symbolique réel, sont noués par l'objet petit a. L'imaginaire, le symbolique et le réel sont noués ensemble par cet objet qui est source de toute jouissance. C'est une façon d'arriver à en écrire quelque chose. Ce n'est pas dogmatique non plus, en tant que tel. Hein, puisque nous sommes des composés trinitaires. Réel, symbolique, imaginaire. C'est ça la Trinité. C'est pour ça que Satan fait jouir les pères de l'Église de leur façon. Hein. Et qu'une des conséquences a été, vous savez, en 1054, là, à propos de cette Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le schisme qui a séparé l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. À la basilique Sainte-Sophie, à Constantinople. Bon, je ne vais pas reprendre ça parce que je voudrais un peu avancer, donc je vais essayer de me laisser porter par le réel. C'est assez compliqué. Alors, déjà, peut-être que je ne l'évite pas dans la mesure où je vous parle, où je parle. Je ne lis pas un texte, où je ne regarde pas des trucs. Bon. Donc, c'est ce qui vient. On est dans la pratique du bavardage, hein, à savoir qu'il n'importe de dire ce qui vient, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'attention qui n'est pas attentive, tant du côté de l'analysant, évidemment, aussi bien sûr du côté de l'analyste. C'est évident, il faut que ça soit des deux côtés. Et à partir de là, eh ben, vont pouvoir, Silicette, une question sur Silicette, j'ai lu il y a quelques jours sur les textes là. Hein. Silicette, c'est la contraction de deux. C'est un mot latin, ce qui est la contraction de scire, qui veut dire savoir, et licet, qui veut dire il est possible. Donc, il est possible de savoir. Il était possible de savoir. Bon. Il était possible de savoir. Mais ce n'est pas de savoir quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance. Ça, on peut. C'est pas un savoir. Enfin, je reprends. Ce sont des connaissances. Hein? Faire coït avec le monde, comme dit Lacan. Or, prendre de la graine de l'art, c'est quelque chose que. C'est quelque chose comme ça qui sort. Hein? C'est surtout pas expliquer une œuvre d'art à partir des données psychologiques, psychanalytiques. Freud n'a jamais fait ça. Quand il parle du mois Michel-Ange pendant un mois ou 40 jours, quasiment tous les jours, il faut qu'il aille. Il a rendez-vous là-bas avec quelque chose qui est quoi? Qui est un certain réel, qu'il voit dans cette sculpture de Michel-Ange. Et il va dire dans les commentaires que quelque chose d'important, il dit quelque chose. En gros, il dit en gros, il ne le dit pas comme ça, mais je dirais, chacun a une sensibilité. Freud, il dit qu'il a toujours été greifen, c'est-à-dire pris, hein, pris par les œuvres d'art, les œuvres littéraires, si par la peinture. La sculpture, pas beaucoup, puis alors il y a quelque chose, dit-il, on le sait, hein, où il est unfähig, c'est-à-dire il n'est pas capable de cette Genius, ce qu'on appelle la jouissance, il est donc Genius unfähig, c'est la musique. Et c'est ça que je voudrais, pas du tout en faire un reproche à Freud, mais c'est ce qui, en ce qui me concerne, est apparu, je pense, plus particulièrement, et d'une certaine manière, c'est pour ça que j'en parle, à la suite de mon analyse. Il y a quelque chose qui était, à un moment, ouvert. Il y a un ouvert en direction de ce dont j'ai parlé, de Das Ding, tout en sachant que, bien sûr, c'est un objet Das Ding,
qu'il n'est pas possible de trouver. Alors on essaie toujours de le retrouver, mais enfin de toute façon, c'est toute la question. C'est une jouissance particulière qui n'a pas de représentation, pas du tout, dans le monde de la représentation. Et c'est quelque chose que Freud, et qu'il a travaillé beaucoup Freud, hein, tous les besoins de l'être parlant sont contaminés hein, par le fait d'être impliqué dans une autre satisfaction. Et notamment, d'emblée, pourquoi? Parce que il écoute des analysants, notamment des analysantes, et il est pris par la signification, c'est-à-dire par le fait que les mots et les choses, ça va ensemble. Mais très rapidement, évidemment, ça ne va pas ensemble du tout, c'est ce qu'il va découvrir. Et il va faire tout un cheminement comme ça, toute sa trajectoire. Bon, je ne vais pas reprendre ça, hein, je pars du fait que, effectivement, et c'est là-dessus que, particulièrement dans ce petit groupe qui s'appelle Fondation de la psychanalyse, je ne parle pas de la page Facebook là, sur laquelle je parle actuellement, hein, qui permet à chacun de s'exprimer. Hein. Petit groupe qui s'appelle Fondation de la psychanalyse, nous nous posons la question à quelques-uns de qu'est-ce qui fonde la psychanalyse, ou encore sur quoi se fonde la psychanalyse. Et là, on ne va pas trouver dans un livre, même si quelqu'un, même s'il y en a qui écrivent des livres sur le tas d'analyse, etc., tout ça. Voilà. Faut être prudent là-dessus. Hein. Bien sûr, il a parlé d'analyse finie et infinie. On néglige. Hein. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Bon. Donc ce que je vais plus particulièrement aujourd'hui développer, c'est dans quelle mesure la musique c'est quand même pas rien. Hein. Les poètes, c'est cité par Lacan, c'est rappelé par Patrick. Les poètes chinois, quand ils avaient fini leur poème, ils chantaient. Il y a bien quelque chose d'une modulation qui passe par la voix. Alors, cette modulation, elle est présente quand je parle, évidemment. Mais dès lors que... je suis un peu surpris, il me dit ma voix chante. Parce que c'est ma voix chante. Hein. Ma voix chante. Elle module sur les modulations. Ce qu'elle ne peut pas faire. En parlant aussi, mais c'est beaucoup moins évident. La différence avec l'animal, les oiseaux chantent, hein, bien sûr. Mais ils chantent les modulations. Chacun d'entre nous module les modulations, tout à l'heure. Et il est bien connu que la voix humaine est en quelque sorte le premier instrument. Et tous les instruments de musique viennent dans le prolongement de cet instrument, on va dire vocal. Je ne vais pas non plus faire, évidemment, référence à une technique. Je voudrais seulement dire, parce que je vais entre la voix, parce que pour moi l'opéra c'est la voix, c'est pas la mise en scène, hein, c'est essentiellement ça. La mise en scène vient plutôt voiler quelque chose, qu'elle veut dire. Bon. Sauf si elle est très sobre, et si dans certaines mises en scène, par exemple, où il n'y a pas grand-chose, sauf une rampe d'escalier, par exemple. C'est toujours pareil, toujours la même. Hein. Bon, on peut aller aussi à l'opéra pour autre chose, pourquoi pas, c'est pas le problème. Enfin, je dis ce que j'essaie de dire, ce qui, pas pour moi de la valeur, c'est plus subtil que ça. En quoi
que je vais dire est supporté par le réel, qui passe justement, qui soutient ce que je suis en train de dire. Alors, on peut faire comme ça, évidemment, une histoire de la musique et de l'opéra. Il y a la scène religieuse, puis ensuite il y a la scène profane. Tout ça s'articule autour de l'Orfeo de Monteverdi, 707 à Mantoue. Bon, après, et puis à ce moment-là, effectivement, il y a eu et il y a toujours l'importance des castrats, qui présentent non pas une voix de femme dans un corps d'homme, mais une voix inouïe. Et devant laquelle, face à laquelle était entendu, dans laquelle était entendu quelque chose d'inouï, quelque chose qui échappe à la représentation, quelque chose donc de l'ordre de l'objet, on appelle l'objet Tita. La voix comme objet Tita. Quelque chose qui mettait en direction de ce qui a signifié hors représentation, justement ce qu'avec Freud on va appeler das Ding, ou Sing, chose freudienne. Et comme je le disais la dernière fois, comme ça dit bien la crachose. Je vais revenir là-dessus, bien sûr, je vais revenir ceux et celles qui ont des difficultés pour un peu suivre. Je dirais que c'est logique, puisqu'on parle. J'essaie de parler de choses de telle façon que je ne me prends pas complètement les pieds, comme habituellement. Bon, peut-être que je m'envoie un peu des fleurs, mais complètement dans le sens et la signification. Donc, c'est pas possible d'arriver comme ça à suivre le fil en comprenant. Moi, je suis ce qui vient, c'est-à-dire toute la dimension de la métonymie. Ce qui est porté par ce que je dis. Alors, prendre de la graine de l'art, c'est prendre de la graine à partir c'est comme ça que je le dirais, des œuvres de l'art. Les œuvres d'art, ce n'est pas forcément des œuvres de l'art. Et un artiste, ce n'est pas un artisan, je dirais, pour dire les choses. Le psychanalyste a donc à prendre de la graine du côté de l'artiste. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Alors, je ne vais pas non plus définir, mais c'est sûr que l'artiste, ce n'est pas celui qui dit j'ai fait ça. Plutôt celui qui va dire à l'autre, qu'est-ce que tu vois là, hein? Qu'est-ce que tu vois là comme... Bon, ou qu'est-ce que tu entends? Pour bien montrer que chacun a une sensibilité particulière. Et je dois dire que j'ai beaucoup parlé de Maria Callas, déjà. Par rapport à cette mise en direction du réel de das Ding, mise en direction de ça, du pur réel. Parce que Lacan, je le répète à nouveau, c'est ce sur quoi Lacan termine le séminaire Les Noms du Père. Il vous est possible maintenant d'errer de la bonne façon, en l'étendue du réel. À condition de ne pas trop aimer le savoir inconscient. Évidemment, c'est un coup de massue, ça. Hein. Ce savoir qui s'articule de la langue. Hein. Et le psychanalyste, évidemment, il est sujet supposé savoir, il ne l'est pas à tort, s'il sait que l'inconscient est un savoir qui s'articule de la langue. Je vous renvoie à la troisième. Le corps qu'il a, n'étant lié que par le réel dont il se jouit. Mais le corps naturel, ce n'est pas le réel.
qu'est-ce que c'est que le corps? Alors, je vais prendre ça là, par rapport à la mythologie et à la façon dont au monde du Quattrocento en Italie, ça peut être repris au moment de la Renaissance, donc après, pour la peinture, c'est la rencontre, il peut y avoir de terrible, la rencontre entre Apollon et Marsyas. Alors dans le livre 6 de Métamorphose de Ludovic, il y a plusieurs, comme toujours, il y a plusieurs versions. Enfin bon, l'important c'est un petit peu de voir un peu ce qui est en jeu. Là. Ça va nous permettre de dire, ça nous permet, je crois aussi, de dire un peu quelque chose de ce qui est l'œuvre de l'art, la psychanalyse, et puis le développement actuel de toutes les connaissances. Hein. Alors, ça part de l'idée suivante, c'est qu'Athéna, par hasard, c'est toujours ça la contingence, trouve une flûte particulière. Une flûte, c'est Holos en vrai, un jour comme ça. Et puis elle la prend. Et elle en joue. Et entendant ce qu'elle entend, elle est, pour dire, elle est soufflée, quoi. Alors elle se dit que ça va lui permettre peut-être bien de faire entendre les sifflements des serpents. Sifflements des serpents, la tête de Méduse. Ou alors d'autres gorgones. Et puis alors, elle a invité, bien sûr, à l'Olympe et un banquet, puis elle joue. Et à ce moment-là, on se moque d'elle parce qu'elle n'avait pas remarqué, puis il n'y a pas de raison qu'elle le remarque, qu'on joue de la flûte, de cette flûte. Là, on est tout à fait à l'opéra, vous voyez. Il y avait une mise en scène où elle apparaissait pas belle du tout parce que justement, on ne voyait que ses joues qui gonflaient. On n'entendait rien. Alors, du coup, Athéna va jeter sa flûte. Et comme toujours, évidemment, un autre jour, ou un jour, on ne sait pas quand, Marsyas, c'est un satyre, c'est quelqu'un qui se recommande de Dionysos. Trouve cette flûte, il en joue, alors lui, il en est émerveillé. Il entend quelque chose, on pourrait dire, nous, avec ce que je viens de dire avant, pourquoi pas, qu'il met en direction d'un certain réel. Hein, ces poètes chinois là, qui chantaient là, hein, la musique, ce réel, est-ce que ça ne peut pas, dans une certaine articulation symbolique, est-ce que l'imaginaire qui est en jeu ne peut pas arriver à articuler le symbolique et l'imaginaire, le symbolique et le réel? Alors Marsyas, donc, est amené à une joute avec Apollon. Alors il y a des règles, évidemment, Apollon triche un peu, hein, parce que c'est bien sûr le dieu de l'Olympe, c'est le dieu de la médecine. Hein. Et puis il connaît un petit peu des trucs, hein, c'est un médecin, il connaît un peu des trucs quand même. Hein. Il va changer les règles, et finalement, les règles qui vont être amenées, c'est de chanter, non, pardon, c'est de jouer de la flûte. D'une certaine manière. Et puis, évidemment, Marsyas ne peut pas y arriver. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est uniquement le son de la flûte. Évidemment, c'est Apollon changeait les règles parce qu'il était complètement bouleversé, parce qu'il entendait, comme Athéna l'avait été. Il y a quelque chose qui mettait en direction
de cet ouvrage particulier. Là. Je dirais un peu de la chose, quelque chose comme ça. Bon. On va voir un peu ce que c'est, comment on peut avancer par rapport à ça. Et donc, eh ben, évidemment, comme il a perdu, c'était prévu. Celui qui a perdu, le gagnant peut en disposer à sa façon. Et il est décidé que Marsyas va lui arracher la peau. Alors, le dieu de la médecine, vous voyez, qui arrache la peau quand même. On peut se demander si c'est pas parce que pour lui, ce qui est important, c'est ce qu'on voit. On est en plein dans les examens actuels, quand même, développement de la technique. Mais au XVe, XVIe siècle, ça a inspiré beaucoup de peintres italiens, théoreticiens. Et chacun a essayé à sa façon de reproduire quelque chose pour faire, on dirait voir, mais je pense que c'est plus que voir, pour faire entendre quelque chose de ce qui est en jeu là. De ce qu'il est possible. L'œuvre de l'art, ce serait quelque chose qui est le réel, enfin, c'est quelque chose qui se supporterait du réel en tant que le possible, en tant que le réel c'est le possible, avant qu'il soit écrit. C'est qu'on a d'un côté, là je fais référence à Lacan dans le séminaire sur le moment de conclure, je crois que c'est le premier séminaire, qui met en articulation, en dialectique, le réel comme l'impossible qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Ça, l'impossible, c'est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Et le réel comme possible avant que ça puisse s'écrire. C'est pour ça que, du coup, il est important, effectivement, d'essayer d'écrire. Et il est important, je viens de dire à ce moment-là, de chanter. De parler et de chanter. Pourquoi? Parce que quand on parle, quand on chante, en fait, sans le savoir, dans cette pratique-là de bavardage, de bave, de babile, que ça renvoie à la langue en un seul mot, hein, dans cette pratique de bavardage, ce qui est en jeu, c'est la langue, en un seul mot, c'est-à-dire ce que j'écris là, à savoir la grande problématique, c'est-à-dire que il y a un doute, plus qu'un doute, sur le fait que le mot fait la chose. Et un jour, Lacan va sortir comme ça, là, parce qu'il parle, cette façon où il écrit fait la chose. Et vous voyez que on a la langue là, qui est là, tout à fait là, hein, qui est dans le fait la chose, et on peut même aller jusqu'à dire que est écrit là le fait que l'objet A et la chose ne sont pas sans être en rapport. Alors que l'objet A vient, on pourrait dire, dans le décours de cette chose insaisissable qui est cette expérience de la chose. Hein, c'est-à-dire que... Alors, je vous demande, regardez bien cette dimension de la langue, là. Hein, le mot, je n'ai pas écrit le mot, fait la chose. Comme alors bien sûr, on va partir là, hein, une fêlure dans la chose, et ça peut être l'objectif. On peut dire toutes sortes de choses. À partir du moment où ça sort comme ça, hein, il y a quelque chose qui est dit. Il y a un dire. Il y a un dit ce que, il y a un dire qui fait au droit humain. On est dans la musique là, on n'est plus dans la... alors on va dire l'équivoque signifiante peut-être. Hein. Alors ça m'amène d'emblée, le mot fait la chose, ce serait une phrase qui, quand on chante, parce que c'est ça,
On parle évidemment, bien sûr, mais quand on chante, c'est une phrase musicale que je rapprocherai de la façon dont Lacan, dans les 4 concepts de la fondamentaux de la psychanalyse, c'est que ce n'est pas du tout des concepts, hein, c'est Jacques Miller qui a dit les concepts, hein, c'est des fondements, hein, je reviens à ce qu'ils font, les fondements de la psychanalyse. Donc, dans ce qui fait que dans ces fondements de la psychanalyse, la pulsion, on va reprendre la pulsion, voilà, vous savez que c'est un grand truc, la pulsion. C'est comme le tir à l'arc. Bon, je fais un tout petit schéma. En fait, il est là, hein. Il est dans le kémoï, là. Hein, ça. C'est-à-dire que ça part comme ça, avec c'est la dynamique, je ne vais pas très demander ça, mais c'est pas grave, c'est la dynamique du tir à l'arc, hein, en prenant référence au bios, là, de la vie et de la mort. Hein. Bon. Tout ça pour dire que, quand on parle, en fait, une phrase, en fait, bien sûr, on sait qu'il faut attendre la fin pour avoir la signification, et là, on est dans la linguistique. Hein. Et ce qui est important, c'est que justement, là, vous voyez, il y a un espace. L'espace, c'est ça. C'est ce qui permet qu'on puisse entendre ça. Fait la chose, hein, là. C'est-à-dire qu'on ne revient pas au point de départ. Il y a un aller-retour qui fait le tour de l'objet qui est là, hein, l'objet titan qui est là. Hein. Alors bon, il y a donc la source, quoi, là, hein, la zone là, concernant le départ de la pulsion, là, hein, qui tourne autour de l'objet, la poussée, hein, sous une force constante du Freud, hein, et puis le fait qu'elle est inhibée, cilienne, inhibée quant à son but, dans la mesure où il s'agit, et en même temps, on pourra voir que là justement, ça montre bien qu'il n'y a pas de rapport sexuel d'une certaine façon. Enfin, du moins, on peut le dire comme ça. Bon, c'est un peu rapide ce que je dis, bon, mais c'est un peu ce que je veux dire quand même. Bon, donc, une phrase, ce qu'on appelle une phrase, en fait, c'est comme un tir à l'arc. Et ce qui revient est quelque chose qui n'est pas comme au point de départ. C'est-à-dire que ça ne peut pas être du sens. Si ça revenait là exactement, ben le mot ferait la chose. Hein. Le mot moule la chose. Hein. Ben, tout ça, c'est toute la question du dictionnaire. Alors, ça nous emmène justement vers le signe. Ça nous amène justement à ce que j'évoquais la dernière fois, à savoir que il y a donc, au point de départ, on va parler d'un départ quand même, hein, la rencontre entre le symbolique, les signifiants, et le réel de la jouissance du corps. Bon, c'est le point de départ. Et de cette rencontre va en résulter la structure, qui est invisible, on ne peut pas la voir sur un écran d'ordinateur. Hein. On n'en constate que les effets. Il va en résulter la langue, hein, c'est-à-dire qui va se prêter justement à une certaine musique, hein, aux modulations de la voix. Bon. Et ces modulations de la voix, de l'analyste, peuvent changer le destin de l'analyse. Comme les premiers mots entendus par l'enfant dans la voix de la mère, un mot et un autre et un autre, vont progressivement permettre que quelque chose se mette en place, à savoir la structure.
là, on n'est pas du tout dans Dieu de la médecine qui veut arracher la peau comme ça. C'est plus qu'un supplice pour savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Il n'y a plus l'intérieur et l'extérieur. Ou plus exactement, le corps, peut-être que Lacan va nous permettre de s'en approcher, le réel du corps, là, c'est effectivement quelque chose où l'intérieur communique avec l'extérieur. Et où donc, quand Freud aborde cette question de la pulsion, là, vous savez, il va parler de intérieur, tiret, enfin on peut mettre un tiret, extérieur, actif, passif. Il fait deux pôles, passif, plaisir, des plaisirs, des plaisirs. Il est toujours en opposition de deux pôles. Ce qu'on peut lire, en fait, alors j'ai écrit évidemment, c'est le trait, là. Le trait d'union. C'est-à-dire que le trait d'union, on pourrait dire, c'est la jouissance. Tous les besoins sont contaminés, de l'être parlant, sont contaminés. C'est la jouissance qui noue, c'est ça la phrase musicale, qui noue le début et la fin, qui noue l'intérieur et l'extérieur, qui noue ça et ça. Toute la question, c'est ce qui les noue. Là, il y a un trait d'union, ça c'est le rapport à la jouissance, d'une certaine façon. Ça va vite, je vais un peu vite, hein, mais enfin on prendra ça. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand un chanteur, parce que je passe évidemment au chanteur, hein, quand un Franco Corelli, il est né en 1921, il est mort en 2003, 2004, c'est un ténor dramatique. En l'écoutant, j'ai appris beaucoup de choses. Bien sûr, je n'ai pas appris la technique, je ne vais pas vous parler tout de ça. Hein. Mais il est peut-être un des derniers, avec Maria Callas, bien sûr, et d'autres. Je peux me tromper hein, par rapport à ça, je trouve que chacun a sa sensibilité. On est un des derniers à être ce bronze. Pensez au sculpteur, hein. Ce bronze sonore, ténor dramatique. Rien que là, c'est ça aussi, c'est un bronze sonore. C'est pour ça que c'est important, qui fait entendre Franco Corelli par sa voix particulière, hein. Sa voix, je ne sais plus comment on peut la qualifier, mais une voix rude. En même temps très fragile, qui fait entendre, évidemment, parce qu'on est pris uniquement par le son, comme on dit, hein, par le modernisme du son, par les hertz, là, hein, qui fait entendre quelque chose d'un paradis perdu, un objet perdu, qui chante l'objet perdu en permanence, et c'est là que je reviens à la chose, c'est-à-dire au fait que, sans doute, ce qui me pousse, moi, personnellement, puisque c'est tous les jours, chanter, c'est ce moment qui précéderait et qui lirait, là, vous voyez, là, les deux, là. Parce que Lacan, dans le séminaire, toujours pareil, les 4 fondements de la psychanalyse, hein, dans la 3e séance, là, il dit ça comme ça. Quand on s'approche de l'inconscient, il parle de l'ordre de l'inconscient. Il s'agit de l'ordre de l'inconscient. On est dans le. Je cite, c'est que ce n'est voilà, ni être ni non être, virgule, c'est du non réalisé. La chose. La chose, c'est ce qui est non réalisé. Ça évoque ce réel comme possible avant
Ça, c'est les séminaires, le dernier séminaire. Hein. Oui, enfin, je crois que c'est d'un autre à l'autre, je sais plus. Le réel, c'est le possible avant qu'il s'agisse de l'écrire. Avant de l'écrire. Ça peut paraître confus ce que je dis, là, j'en ai tout à fait conscience, mais ça renvoie à ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire que si effectivement la jouissance, parce que c'est ça la jouissance, c'est pas le plaisir, c'est aussi bien le plaisir, le déplaisir, mais c'est aussi la douleur, c'est tout ce qu'on veut, hein, le corps. Le corps, le prendre au sérieux, c'est le rapport propre entre deux signifiants. Ça, c'est radiophonie. Mais on n'est plus du tout dans Apollon, dieu de la médecine, qui veut écorcher. Hein. Dans Apollon, il est beau, tout ça, etc. Il veut écorcher. Hein. Donc Martial, c'est du petit Dionysos, il n'a rien à faire de ça. Au contraire. C'est autre chose. Et là, je hommage un peu beaucoup. Parce que j'ai pu entendre et travailler avec un Eddie Hay autour de ça, justement, hein, de la musique, hein, et de Dionysos. Parce qu'en 2002, en avril 2002, avec quelques analystes, nous avons mis en place l'association d'assistance, qui a été définie au départ comme assistance psychanalyse et art. Le mot politique est venu plus tard. Oui, je présente cette association, hein, bien sûr. Alors, donc quand je parle, il y a du continu, et c'est le legato qu'on trouve quand on chante. Et ce qui fait phrase musicale, évidemment, c'est pas le sens du tout. Hein. Même si dans les techniques pour apprendre à chanter, on nous dit qu'il faut avoir comme ça. C'est pas faux, hein. Peut-être commencer comme ça. Hein. Enfin, Corelli et d'autres, encore, je n'ai pas trop cité de nom quand même, disaient que c'est pas là qu'on apprenait le chant. Parce qu'ils avaient pu parler, ils avaient pu, Laurie Volpi, par exemple, ils avaient parlé ils avaient fréquenté, des gens qui avaient fréquenté Verdi, Puccini, et puis au-delà, tout ce qui s'est passé, notamment depuis le bel canto. Ils étaient dans quelque chose, ils étaient dans ce qu'on appelle une école. Comme Lacan dit, moi c'est une école. Une école, c'est pas fait pour apprendre des connaissances. Ça renvoie à un certain art de vivre. Et c'est ça l'art lyrique, l'œuvre de l'art dont il s'agit. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin du côté de la chose, hein? C'est ce que vous m'avez dit, Patrick, me suggère. Et en t'écoutant, toi, ce que tu dis, quand j'écoute la Calas, hein, la Calas, c'est la balasse. On se rend compte que le chanteur, comme celui qui est sur un divan, hein, sur un divan, il est peut-être immobile, c'est pas tout à fait pareil, mais enfin. C'est du même tabac, hein. Si on lui demande d'être, Dieu sait si c'est compliqué, hein, essayer de dire ce qui vient comme ça vient, etc. Il peut y avoir des moments où, justement, il n'y a plus que ce réel de la jouissance qui est en jeu par là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mots. L'objet A fait la chose. C'est-à-dire que quelque chose qui est fêlé, mais pas au sens de la fêlure, hein, c'est plus compliqué que ça. Il y a quelque chose de la chose qui est présent.
dans cette jouissance terrible, hein, on a pu parler de jouissance incestueuse, c'est ça au-delà de ça, hein, de cette jouissance terrible, extraordinaire, qui fait que il y a une telle angoisse que hein, c'est ça, là, sorti de mon truc, là, hein, et le corps. Et, le corps imaginaire du corps et l'angoisse. Très proche, hein. L'angoisse, comme il le dit, c'est le sentiment d'être réduit à quelque chose du corps. Hein. C'est pour ça qu'elle est sans objet. C'est pas ce qu'on appelle. Évidemment, cette espèce de truc là, qui nous vient là-bas. Hein. Le stress, oui. On va faire des tresses, il y en a déjà un peu plus clair. Bon, donc, il y a ça, vous voyez, il y a cette dimension du tiret là. Hein. Cette dimension du. Je parlais tout à l'heure du tir à l'arc, là. C'est dans le Parménide, je ne sais plus, enfin, il me semble. Hein. Où bios, la vie est rapprochée de la mort. Comment ça fonctionne? Au sens signifiant, hein, au sens du signifiant, on n'est pas dans la réalisation des choses. Hein. Bon. Alors, si on suit un peu ça, quand je dis que ça précède, je dirais plutôt, comme je disais, que ça procède. L'objet petit a procède de ce non réalisé, comme je disais, de ce non réalisé. C'est du non réalisé. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans l'ontologie, hein, puisque justement on ne peut pas le représenter. C'est du non réalisé, et en fait, c'est de ce côté-là qu'on est en direction du réel, du possible. Voilà, c'est ça le possible, hein. Pour autant que réel comme possible. Donc c'est donc du non réalisé, et bien sûr, chacun fait comme il peut. C'est ça l'histoire de la psychanalyse. Hein. C'est que le sujet, puis comme parlait, ne se reconnaît pas dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il a. Et il a un corps. Comme dit Lacan, il n'en a qu'un. En écrivant ça, suivant la langue. Hein. Non, n'a, qu'un. Les tirets, c'est important. Hein. C'est là que je parlais du ruban de la jouissance. C'est là que ça joue, le legato. Là. Il a un nom propre, il a une historiole, puis il a un symptôme. Voilà. Symptôme qui va permettre ce qu'il va trouver chez Joyce, c'est-à-dire cet événement, pas du corps, de corps. L'on l'a, j'en ai parlé déjà, l'on l'a, l'on l'air, l'on l'a de l'air. Il dit que ça se chante et que Joyce y chante, en quelque sorte. Et on est tous, on n'est pas dans la compréhension là. Une jouissance spécifique du corps, parasitée par la langue. Voilà, elle est parasitée par la langue, voilà. Hein. C'est ça la langue, fait la chose. Un néologisme d'une certaine façon. Ça s'entend, c'est du côté du signifiant. Ça s'entend. Il y a cette barre terrible entre le signifiant et le signifié. Alors, cette jouissance qui est corps désormais, jouissance spécifique du corps, désormais parlant. Il faut qu'il y ait la jouissance là pour qu'il soit parlant. Alors, bien sûr, il va parler, mais ce qu'on appelle un gros parlant, c'est prendre en compte cette jouissance-là. Vous voyez exactement. Si on n'est pas là-dedans, on pourrait dire musicant, c'est pareil, hein, qui s'enracine profondément en lui, animant sa jouissance en la dilatant. C'est-à-dire que la langue va, symbolique, va tamponner ce réel de la jouissance du corps,
qui soit acceptable d'une certaine façon. Et on va arriver, à ce moment-là, effectivement, à la jouissance phallique. La jouissance phallique, là, c'est donc du symbolique, hein, là, pris en compte par le réel tamponne, et ça fait de la jouissance phallique. Bon, il y a l'autre jouissance qui a un certain plaisir, qui est lié au sens, puis alors il y a une jouissance qui est hors symbolique, oui, puisque ça fait, c'est ça, là, hein. C'est la jouissance autre, jouissance du corps, comme jouissance autre, et c'est dans ces références-là qu'on peut parler de cette jouissance hors signifiée qui nous renvoie à la jouissance féminine. Je ne veux pas dire que c'est la jouissance féminine, mais enfin c'est quelque chose comme ça, en sachant bien sûr qu'on n'est pas dans les références apolliniennes, celui qui voulait tout écorcher, là, les médecins qui veulent savoir tout, là, à savoir la jouissance, l'anatomie. Le sexe, c'est pas l'anatomie. Et c'est pour ça que c'est une sexe-situation, une sexuation. Comme le dit Lacan. Hein. Il y a donc évidemment la jouissance liée au mot signifiant, hein, qui est donc la jouissance phallique. Et quand je parle là, ben, je suis là-dedans parce que d'une certaine façon, je me prête à ce tir à l'arc là, où c'est soutenu par un certain rapport de la jouissance. Je ne peux pas dire ce que c'est, évidemment. Parce que dès qu'on pourrait dire ce que c'est, on n'est plus dedans. On a loupé la jouissance. Hein. On ne peut pas dire ce que c'est. Hein. Toujours en référence à ce dasding, hors signifié. Hein. Donc, et en parlant, ben, parce que j'ai pas trop. Je ne suis pas trop pris par l'angoisse, là, ou du moins s'il y a de l'angoisse. Elle est tamponnée par une chaîne signifiante. Et ben, je peux en quelque sorte jouer avec les mots. C'est plutôt les mots qui jouent avec moi. Les mots, jusqu'à ce que, effectivement, parce que ce qui est en jeu, c'est toujours le mot fait la chose. Alors, évidemment, on est loin de tout ce qu'on peut raconter. Enfin, moi, je reste un peu là-dessus. Hein. Savoir, dès qu'on met un peu trop de représentation, alors je comprends que ça soit un peu. C'est un peu du brut. Hein. Du brut de brut, c'est dur à avaler, mais enfin, on peut aussi arriver. On a tous, on soit sous la manière homme comme sous la manière femme, on a tous un rapport à la jouissance phallique. Hein. On peut pas, raison. Hein. La seule chose, c'est qu'on n'a pas qu'un rapport à la jouissance phallique et que notamment, il y a les hommes couleur de femme, je disais la dernière fois, c'est l'expression de Lacan, ou le symptôme, elle, et puis il y a les femmes couleur d'homme, ou le symptôme, il, et avec ça on peut arriver parfois, effectivement. C'est là qu'il peut peut-être y avoir un rapport sexuel entre l'homme et la femme, dans ce truc-là. Voilà. Là, peut peut-être y avoir, oui. Et c'est compliqué, parce que Lacan, à un moment il sort ça, puis après il va dire c'est peut-être une dénégation. Mais je crois que c'est tout l'enjeu. Hein. Ce qui compte, c'est ça, hein. C'est faire la chose. Le reste, dès qu'on sort des énoncés, etc., si on fout la psychanalyse là-dedans, hein, si les psychanalystes mettent la psychanalyse, parce que l'histoire de faire la chose, là vous avez, ça c'est pas scientifique du tout. Hein. C'est-à-dire que CIR, moi je l'appelle CIR, comme ça, la science, hein, S-I-R. La science donc, S-I-R. CIR c'est pas mal parce que ça montre bien qu'elle est. Enfin, c'est pourquoi. Bon. C'est-à-dire qu'elle symbolise, c'est-à-dire qu'elle invente par des images ce qu'il en est du réel. Donc voilà, donc on regarde sur un ordinateur, etc. Il n'y a plus de réel puisqu'on peut arriver à le capter et à le percevoir sous forme d'image. Alors que la psychanalyse, elle invente. Elle invente, hein, c'est pas des images là, elle invente
ce qui du réel peut symboliser. Pour que je ne me trompe pas, c'est pareil. Elle invente ce qui du réel peut symboliser. Ouais, c'est ça. Puis alors vous avez évidemment les récits, ça c'est la religion, elle réalise par des images le symbolique. Bon. Alors, donc j'insiste bien là-dessus, hein. Faire la chose. C'est ça la crachose. Ça vient de la crachose. Il n'y a pas de crachat. Sauf, ça c'est uniquement intéressant. Bon, j'ai travaillé il y a longtemps déjà avec des autistes. Quand j'allais dans quelques jours où je m'occupais comme médecin. Et vous savez, les autistes, il y a toujours quelque chose qui filtre comme ça dans le nez et dans la bouche. Hein? Et ça peut permettre, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça peut permettre de dire que justement, parce qu'ils accèdent difficilement aux mots, symboliques, au langage, aux mots, peut-être qu'ils en sont encore justement à ce moment-là du non réalisé, la chose. Ou plus exactement, ça pourrait peut-être nous permettre de penser quelque chose de ça. Alors, comment faire? Avec une chose, hein. Il faut leur parler. Il ne faut pas leur parler. C'est ça le truc. Et puis il y a quelque chose qui va pouvoir se développer par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose de l'objectital qui va pouvoir fonctionner. Enfin, il y a que des travaux autour de ça. Hein, je ne sais plus les noms là, parce qu'il y a déjà du temps. Hein. Alors, j'ai terminé là-dessus quand même. Sur un truc là, qui me concerne, parce que je ne suis pas tout jeune. Moi, j'ai déjà bientôt survécu 2 ans à Lacan. Hein. Vous voyez où j'en suis là. Hein. Et cette histoire de voix, c'est quelque chose d'important parce que tous les chanteurs, moi je n'ai jamais été chanteur professionnel, on ne peut pas tout faire. Je me suis mis à chanter très tard, mais tous les chanteurs se posent à un certain moment la question de ma voix, c'est plus tout à fait ce qu'elle était. Alors il y a, au début, la voix, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'harmonique, il y a beaucoup de timbres, beaucoup de choses très particulières. Après, vous voyez que la voix mûrit, donc il y a beaucoup de cordes, beaucoup plus. Puis après, il y a l'usure, un peu progressivement. Le capital devient, si on prend une métaphore comme ça, hein, le capital, comme tout ce qui prend de l'âge, fonctionne un peu moins bien, c'est-à-dire les cartilages, ils se calcifient un petit peu, enfin les muscles, les tendons, c'est pareil, hein. Il y a moins une flotte qui fonctionne dans l'organisme, enfin tout ça. Je ne vous apprends rien. Et c'est ce qui est arrivé très tôt. Ça arrive plus ou moins tôt, bon, comme tout le monde. Et je vais vous dire comment j'entends un peu ce qui est arrivé à Maria Callas. Alors on a dit beaucoup de choses, hein. Je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il y a tellement de représentations imbéciles, d'accord, sur sa vie amoureuse, etc., tout ça, que bon, j'ai arrêté de chanter peut-être, bon. Mais il y a quelque chose, je vais prendre seulement, bien sûr c'est un truc qu'elle dit, là, la fin de sa vie, vous savez, les 2 dernières années, je crois qu'on va arriver d'ailleurs au centenaire de sa naissance, là. Oui, enfin, bon. Tout à la fin, elle ne chantait plus, évidemment. Et puis elle écoutait ce qu'elle avait chanté. Elle me disait, alors ça serait bien, tu pourrais faire des masterclass, tout ça, ce qu'a fait Corélie, par exemple. Non, pas ça, enfin, je suis content. Hein. Moi, c'est une affaire, par exemple. Elle disait seulement, est-ce qu'il n'a pas bien chanté à la fin? Comme si elle pouvait entendre dans sa voix, quand sa voix était au maximum de ses possibilités, entendre autre chose, la fêlure, la crachose, quelque chose comme ça.
pouvais l'entendre à un certain moment. C'est une question importante, question. Et un jour, il dit à sa soeur, ben, maintenant j'ai perdu ma voix, donc je peux mourir. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est montrer à la fois l'importance de cette fêlure, de cette crachose, là, parce que j'en parle comme ça. Hein. Chez tout être parlant, tous les besoins de l'être parlant sont contaminés par l'existence d'une autre satisfaction. Hein, c'est le début de la séminaire de Lacan là, sur les 4 fondements de la psychanalyse. Et le fait que tout se passe un peu comme si, peut-être que c'est pour ça qu'on chante, hein. C'est peut-être ça l'autisme, entre autres. Hein. Le fait qu'il y aurait l'objet oral comme ça qui serait... enfin, les objets ne sont pas encore mis en place, si on voulait dire. Bon, c'est peut-être un peu bête ce que je dis, mais je peux y aller comme ça. Hein. Bon. Les quatre types d'objets ne sont pas mis en place. On est encore dans un état d'indifférenciation, c'est ça la grande chose. Et à partir de ce moment-là, il y a tout ce que l'objet d'unification, elle ne trouve pas le transit, l'objet oral il reste dans la bouche, enfin quelque chose comme ça. Et je me suis posé la question, parce que quand on chante, finalement, quand je chante, moi, c'est dans la technique que je connais, ce que j'ai appris et ce qui me convient bien, parce qu'à mon âge, chanter encore, sortir les aigus, je sors un peu, les contre-trucs, tout ça, il y a un mouvement comme ça, je l'ai déjà dit, il y a un mouvement comme ça, c'est-à-dire on prend là, on descend puis on remonte vers le haut, comme si il faut faire le tour de l'objet, hein, là. Il faut faire le tour de l'objet, là, hein, bien sûr, hein. Donc il faut faire le tour de l'objet, ou là, comme on voit, hein, chaque fois, faire le tour de l'objet, et que tout au-dessus, dans les aigus, effectivement, il y a quelque chose de particulier, quelque chose qui renvoie à la jouissance, qui pouvait se faire entendre. Mais ce qui est important, c'est que le cavum, ce qu'on appelle comme la cavité buccale, là, de on en parle, je ne sais plus où de ça, mais il y a tellement de choses dans cette, ça s'appelle la bouche, hein, le cavum, que il y a beaucoup de trous, il y a des canaux, il y a tout ce qu'on voudra, hein. Il y a ce que j'évoquais, je crois, la dernière fois, à savoir qu'on chante à partir de ce qu'on appelle la voûte palatine, c'est-à-dire le palais antérieur, hein, et non pas à partir du palais postérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le voile du palais. Et je l'évoquais la dernière fois en disant qu'un jour, quelqu'un qui est je ne sais plus son nom, qui a diffusé, contribué à la diffusion de ce que chantait Maria Callas. Voyant la bouche droite ouverte de Maria Callas, il a vu comme une voûte de cathédrale. Il y a quelque chose comme ça qui converge vers l'infini. Et la musique, c'est quelque chose qui converge vers l'infini, et c'est présent dans la parole, mais je dirais que c'est ça, sans doute, qui est en jeu dans ces modulations de la voix auxquelles avaient recours les poètes chinois. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, la prochaine fois, j'ai pas prévu, là, c'est dans 3-4 semaines. Hein. Ce sera sur la page la page Facebook de Fondation de la psychanalyse. Ce sera en mai, comme d'habitude, à peu près 4 semaines. À bientôt, au revoir.